couturière gagnant 1700 par mois, un milliardaire propriétaire de 18 hôpitaux et une fortune entourée de gardes du corps. Un contrat de mariage signé à 3 heures de l'après-midi dans une salle glaciale d'un cabinet d'avocats, avec du mauvais café, un stylo lourd et un long silence. Elle ne savait pas qu'il cachait plus qu'il ne disait. Il ne savait pas que la femme engagée pour sauver son héritage marcherait sur son cœur sans le vouloir. Soutenez la chaîne en laissant votre like et votre commentaire et passons à notre histoire. Renata Oliveira se réveilla ce lundi-là avant que le réveil ne sonne. Le plafond bas de l'appartement du Belenzinho avait la même vieille tache près de la fenêtre, mais ce matin-là, elle semblait plus grande. Elle resta immobile quelques secondes, écoutant le bruit du bus qui freinait sur l'avenue et le grésillement du vieux réfrigérateur dans la cuisine minuscule. Lorsqu'elle se leva, elle posa les pieds doucement pour ne pas réveiller Donna Cecilia dans la chambre et Lucas sur le matelas appuyé contre le mur. La cuisine avait peu d'espace et une odeur de vieux café. Dans le réfrigérateur, il y avait du riz prêt, 2 carottes et un demi-paquet de pain. Renata inspira profondément. Sur la table, pliées l'une sur l'autre, se trouvait la facture d'électricité et le bordereau du loyer. Elle n'avait pas besoin de les ouvrir pour connaître la taille du problème. Ce Armindo, le propriétaire, avait déjà prévenu la semaine précédente que le montant augmenterait de presque 40% dans 30 jours. Il l'avait dit en souriant, comme quelqu'un qui apporte une nouvelle neutre. Renata gagnait 1700 dans l'atelier de la Rua do Carmo. Elle faisait des ourlets, ajustait des robes, sauvait des pièces mal coupées et réparait ce que les clientes appelaient irréparable. L'argent payait le loyer, les médicaments de sa grand-mère, le transport de Lucas et la nourriture comptée. Il restait si peu que n'importe quel imprévu devenait une menace. À 29 ans, elle avait appris à ne pas dramatiser. Depuis que sa mère était morte 4 ans plus tôt pendant un service de nuit dans un hôpital public bondé, Renata avait transformé la peur en routine. Elle faisait le café, organisait la maison, travaillait, résolvait. C'était ainsi qu'elle restait debout. Cet après-midi-là, en rentrant du travail dans un bus plein, le téléphone sonna avec un numéro fixe inconnu. Elle répondit avec méfiance. La voix masculine se présenta comme maître Marcelo Fontes, avocat spécialisé dans les contrats privés. Il dit qu'il représentait un client important et qu'il devait lui parler d'une proposition inhabituelle, légale et très bien rémunérée. Il fixa un rendez-vous pour mercredi, à 15 heures, dans un bureau de la Faria Lima. Renata faillit refuser. Puis, elle pensa au loyer. L'immeuble avait des vitres réfléchissantes, un accueil silencieux et une odeur de parfum cher. Renata entra avec la meilleure tenue professionnelle qu'elle possédait. Un simple pantalon noir et un chemisier blanc repassé la veille. Elle attendit dans un fauteuil en cuir clair, observant des personnes qui semblaient être nées en sachant où placer leurs mains. Maître Fonte la reçut sans retard. Il avait les cheveux gris, une voix précise et l'habitude de joindre le bout de ses doigts avant de parler. Sur la table, il y avait un contrat épais, 2 bouteilles d'eau et des tasses de café qui étaient réellement mauvais. Le client s'appelait Eduardo Cavalcante, 41 ans, héritier principal du groupe Cavalcante, un réseau de 18 hôpitaux privés dans l'État de São Paulo. Le patrimoine estimé dépassait 1,4 milliard. Son grand-père avait laissé une clause dans le testament. Tout héritier qui atteindrait 42 ans sans se marier perdrait une partie importante de l'héritage au profit d'une fondation extérieure. Eduardo aurait 42 ans dans quelques mois. Il avait besoin d'un mariage civil légitime, d'une cohabitation minimale de 12 mois et d'une discrétion absolue. L'épouse recevrait 80 000 réais répartis sur la période, vivrait dans l'appartement principal et assisterait à des événements sociaux lorsque cela serait demandé. Rien d'autre ne serait exigé. Renata écouta tout sans bouger le visage. Elle demanda pourquoi elle. L'avocat répondit qu'il cherchait quelqu'un de discret, sans historique d'exposition publique, avec des références de responsabilité et sans intérêt pour la célébrité. Son nom était arrivé par l'indication d'une cliente de l'atelier qu'elle servait depuis des années. Renata pensa à l'ourlet d'une robe faite pour une dame riche et faillit rire. Elle demanda alors ce dont Eduardo avait besoin au quotidien. Maître Fontes hésita une seconde. Il dit qu'il avait subi un accident quelques mois auparavant et perdu la vue. Il avait une équipe de soutien, un chauffeur et des assistants. Il n'avait pas besoin d'une aide soignante. Il avait seulement besoin de quelqu'un de fiable.
Elle demanda 3 jours pour réfléchir. Cette nuit-là, assise sur le canapé lit ouvert, elle lut chaque page du contrat pendant que Donna Cecilia dormait et que Lucas étudiait la physique dans la chambre. Elle chercha un piège comme elle cherchait une couture tordue. Elle n'en trouva aucun d'évident. La somme paierait des années de loyer, un meilleur traitement pour sa grand-mère et un cours technique pour son frère. Le matin du 3e jour, en regardant la vieille tache du plafond, elle appela le bureau et accepta. Elle signa la semaine suivante. Le penthouse de l'Itaim Bibi se trouvait au 23e étage. L'ascenseur s'ouvrait directement sur le salon. Renata entra avec une valise moyenne, un sac en tissu écru et une petite boîte d'accessoires de couture qu'elle ne quittait jamais. L'appartement était vaste, clair et beaucoup trop silencieux. Du marbre au sol, d'immenses fenêtres, des meubles impeccables et une absence totale de chaleur humaine. Eduardo Cavalcante était assis à la table de la salle à manger. Il portait des lunettes noires à l'intérieur. Son visage était beau d'une façon fatiguée. Tempes grisonnantes, posture rigide, mains immobiles sur le bois. La canne reposait à côté de la chaise. Il ne sourit pas. « Tu peux rester dans la chambre est, dit-il d'une voix basse. Tu n'as pas besoin de m'accompagner dans la maison. Apparais seulement quand il y aura un engagement. » Renata retint sa surprise. Elle s'attendait à de la froideur, mais il y avait autre chose là. Une sorte de fatigue entraînée. « Très bien, » répondit-elle. « Mais tu dînes à quelle heure ?» Il mit du temps à répondre, comme si la question était étrange. « Je n'ai pas d'horaire fixe. »« Il y a un aliment que tu n'aimes pas ?» Nouvelle pause. « Je suis intolérant aux fruits de mer. » Elle acquiesça, garda l'information et monta dans la chambre. Elle était plus grande que tout le salon du Belenzino. Le lit blanc ressemblait à celui d'un hôtel. Sur la commode, il y avait beaucoup trop d'espace. Renata ouvrit lentement la valise, rangea ses vêtements, plaça la photo de sa mère tournée vers l'intérieur et s'assit au bord du lit en respirant profondément. En bas, l'homme milliardaire restait immobile à table et la vie des deux commençait de la manière la plus improbable possible. Les premiers jours dans le penthouse eurent un silence difficile à expliquer. Ce n'était pas une hostilité ouverte, ni un malaise déclaré. C'était comme partager un espace avec quelqu'un qui avait décidé de vivre sans avoir besoin de personne. Eduardo se réveillait avant 6 heures. Renata le savait grâce aux pas mesurés dans le couloir. Il se déplaçait dans la maison avec une précision surprenante, touchant discrètement les murs et les meubles, comme quelqu'un qui avait mémorisé chaque distance. Renata observait tout. Elle était du genre à voir les petits détails. Elle passait la journée entière à l'atelier à identifier des défauts invisibles pour presque tout le monde. Dans cet appartement, les détails criaient, le verre toujours au même endroit, les clés alignées, la chaise légèrement écartée de la table pour servir de repère. La solitude organisée d'un homme qui avait appris à survivre seul. La cuisinière, Dulce, venait 3 fois par semaine, laissait de la nourriture prête et repartait en quelques heures. Elle traitait Eduardo avec un respect prudent, et Renata avec une curiosité discrète. Elle ne demandait rien. Dans des maisons comme celle-là, les questions coûtaient un emploi. Le premier soir où Dulce ne vint pas, Renata ouvrit le réfrigérateur et vit assez d'ingrédients pour cuisiner. Elle fit du riz, des haricots et du poulet rôti à l'ail et au citron. Elle cuisinait en automatique, remuant la casserole tout en pensant à sa grand-mère et à son frère. L'odeur se répandit dans tout le penthouse. À 9 heures du soir, elle entendit des pas. Eduardo s'arrêta à l'entrée de la cuisine. Renata servit 2 assiettes sans théâtralité, en plaça une devant la chaise vide et retourna à sa place. Il s'assit. Ils mangèrent en silence pendant plusieurs minutes. « C'est bon, dit-il enfin. »« Le poulet ?»« Oui. » Elle sourit légèrement. « Je mets plus d'ail que d'habitude. » Ma grand-mère se plaint. Il ne répondit pas, mais resta à table après avoir terminé. Ce fut la première fissure dans la glace. Le soir suivant, il apparut de nouveau, puis le suivant. Les dîners de 9 heures commencèrent sans aucun accord. Parfois il parlait peu, parfois pas du tout. Mais le silence avait changé de qualité. Ce n'était plus une absence, c'était une compagnie. « Tu travailles dans quoi exactement ?» demanda-t-il un samedi. « La couture. Sur mesure, retouche ce qui se présente. Et tu continues à aller travailler ?»« Bien sûr. Le contrat ne m'a pas ordonné d'arrêter. » Il resta silencieux. « De l'Itaim au Brasse, c'est loin. En métro, je sais où je suis, répondit-elle. Il conserva cette phrase comme on conserve quelque chose d'important. Au fil des semaines,
De petites conversations surgirent, sur São Paulo, sur les files d'attente, sur le meilleur pain français de quartier, sur la façon dont la ville fait payer cher même la hâte. Renata cousait à table après le dîner. La lampe qu'elle avait apportée créait un cercle chaud dans l'immensité blanche de l'appartement. Eduardo restait près d'elle, écoutant le son de l'aiguille traversant le tissu. Un soir, elle prépara du thé à la camomille en remarquant qu'il semblait tendu. « Je ne bois pas de café tard », expliqua-t-il. « Je l'ai remarqué. »« Comment ? Tu parles moins après 8 heures ?» Il faillit sourire. Renata appelait Donna Cecilia tous les matins à 6 heures. Elle parlait des médicaments, des douleurs, de Lucas et de banalités nécessaires. Parfois, elle riait doucement. Eduardo, dans le couloir, ralentissait le pas en entendant ce rire court et vrai. Il y avait quelque chose de vivant dans ce son qui manquait au reste de la maison. La 3e semaine, il lui demanda des nouvelles de sa famille pendant le dîner. « Mon père a disparu quand j'étais enfant. Ma mère est morte il y a 4 ans. Il ne reste que moi, ma grand-mère et Lucas. » « Comment ? » ?»« Infarctus. Hôpital bondé. Ils ont tardé. » Eduardo resta silencieux plus longtemps que d'habitude. « Dans quel hôpital ?» Elle répondit. Ce n'était pas un hôpital du réseau Cavalcante, mais il retint tout de même le nom. Un samedi après-midi, Renata revint du Belenzinho avec du queijo coalho enveloppé dans du papier aluminium. Ma grand-mère l'a envoyé. Elle a dit qu'une cuisinière de riche grille mieux. Elle rit seule et plaça des tranches dans la poêle. L'odeur envahit la maison. Eduardo apparut plus tôt que d'habitude. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Du queijo coalho. Tu veux goûter ? Je n'ai pas l'habitude de manger ce genre de choses. » Elle servit quand même et le laissa dans un coin du plan de travail. C'est là. Il mangea avec prudence. Puis il ferma les yeux une seconde. « Ma mère en achetait au marché, » dit-il. Renata baissa la flamme de la cuisinière. « Elle est morte il y a longtemps ? » « 12 ans. »« 12 ans, ce n'est pas tant que ça, » répondit-elle. « Ma mère, ça fait 4 ans, et parfois, elle apparaît encore comme hier. » Il ne sut pas répondre. Ils dînèrent dans un nouveau silence, un silence plein. Après cette nuit-là, quelque chose se déplaça entre eux. Eduardo commença à poser de vraies questions. Comment Lucas voulait travailler dans l'électricité? Comment Donna Cecilia faisait du crochet malgré l'arthrite? Comment Renata avait appris à coudre en observant une voisine? Elle répondait sans drame, comme quelqu'un qui raconte des faits et non des victoires. Elle commença aussi à poser des questions. Quel plat il aimait quand il était enfant? S'il regrettait de ne plus marcher seul dans la rue? Quel était son souvenir préféré de sa mère? Les réponses sortaient courtes au début, puis plus longues. Le dîner annuel du groupe Cavalcante aurait lieu en novembre à l'hôtel unique. Événement formel, famille, directeur et investisseurs. Eduardo prévint 10 jours avant. « Tu dois venir avec moi. » « Quel niveau de tenue ? » « Black tie. » Renata acquiesça, mais passa la semaine à penser au problème. Elle avait 2 robes, une noire trop serrée et une bleue simple qu'elle avait cousue elle-même des années auparavant. Elle choisit la bleue, elle ajusta les épaules, ouvrit la couture latérale, broda discrètement l'ourlet avec du fil de la même couleur, des détails que presque personne ne verrait. Presque. Le soir de l'événement, Eduardo attendait dans le salon en costume sombre. Renata apparut dans le couloir avec la robe bleue, un chignon bas et les boucles d'oreilles en argent de sa mère. Il se tourna en entendant les pas. Pendant une seconde, il perdit complètement son expression entraînée. « Prêt ?» demanda-t-elle. « Oui » répondit-il doucement. L'hôtel unique brillait de gens importants, essayant de paraître décontractés. Eduardo marchait avec la canne et la posture calibrée pour ne pas sembler fragile. Renata suivait à côté, à la distance exacte, assez près pour aider, assez loin pour respecter. Elle remarqua les regards. Certains curieux, d'autres évaluant le prix, l'origine, le tissu, la posture. Elle connaissait ce type de regard depuis toujours. La cousine Isabella s'approcha pendant qu'Eduardo parlait avec un directeur. « Robe courageuse », dit-elle avec un sourire parfait. « C'est beau de voir des gens qui n'ont pas honte de venir comme ils sont. » La phrase fut basse, élégante et cruelle. Renata sentit le coup, mais garda le visage intact. Eduardo entendit chaque mot. Il se tourna sans hésiter, fit 2 pas et prit la main de Renata avec une fermeté véritable. Pas un geste pour le public, un geste de choix. « Ma femme a fait cette robe de ses propres mains, » dit-il d'une voix claire pour ceux qui étaient près d'eux. « Aucune d'entre vous n'achèterait quelque chose avec la moitié de cette valeur.
Le silence autour devint lourd. Isabella pâlit. Renata, pourtant, n'entendit pas la salle. Elle n'entendit qu'une question naître entière en elle. Comment un homme aveugle savait-il pour la couture de la robe? Dans la voiture du retour, elle ne dit rien. Elle rassembla les souvenirs, commentaires précis sur les tissus, direction du regard, détails trop petits, poses étranges. Quand ils entrèrent dans l'appartement, elle attendit que le chauffeur parte. « Comment tu savais que c'est moi qui ai cousu la robe ?» Eduardo s'arrêta dans le couloir. Le silence dura de longues secondes. Puis il retira les lunettes noires. Il la regarda directement. « Je vois, dit-il. J'ai retrouvé la vue il y a 3 mois. » Renata resta immobile. « Et tu m'as vu pendant tout ce temps ?»« Oui. Dans la cuisine, dans le mot pour Dulce, pendant les appels avec ma grand-mère, dans les robes. Dans tout ? Oui. » Elle respira une fois, lentement. Elle alla dans la chambre, changea de vêtements, prépara une petite valise et partit sans claquer la porte. Eduardo resta dans le couloir vide, comprenant que perdre quelqu'un peut arriver avant même d'être certain de l'avoir trouvé. Renata passa 11 jours au Belenzino. Le 12e, on frappa à la porte. Eduardo entra sans chauffeur, sans canne, sans aucune armure. Il apportait seulement un carnet noir. Il s'assit sur la simple chaise de la cuisine et posa le carnet sur la table. Dedans, il y avait des pages sur le rire de 6 heures du matin, le queijo coalo, la robe bleue, la boîte de chute de tissu et la femme qu'il avait appris à admirer avant de la mériter. Renata lut en silence, referma lentement et dit « Tu me dois 12 mois d'honnêteté. » Il acquiesça. Elle mit de l'eau sur le feu. Le recommencement commença là.